Lundi 21 janvier, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La ville de Konna a été libérée jeudi dernier par l'armée malienne, appuyée par les forces françaises. L'une de nos équipes de reportage a pu rentrer dans la ville, vous allez le voir, elle a pu rencontrer des populations en liesse. C'était en compagnie du chef des opérations militaires, le colonel-major Didier Dako. Envoyé spéciaux à Konna, Moussa Henri Maïga, Aliou Touré. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui la libération de la ville de Konna? Oui, je confirme que au moment où nous sommes, nos troupes tiennent Konna. Et ce depuis le jeudi dernier, depuis le jeudi 17 janvier, et à l'issue de 2 jours d'offensive sévarée sur Konna. Au premier jour, il y a eu des combats avant d'arriver à Konna, dans une 15aine de kilomètres de Konna. Mais le deuxième jour, nous n'avons rencontré aucune résistance sur la route et nos forces sont rentrées à Konna sans aucun problème. Et aujourd'hui, expliquez-nous un peu, mon colonel, comment la bataille de Konna s'est déroulée. C'est un peu complexe, hein, la bataille de Konna. Vous savez, l'ennemi, c'est un ennemi non conventionnel, hein, qui a des tactiques et des techniques qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons d'habitude. Hein. Donc, c'est un ennemi infiltré que nous avons rencontré. C'est un ennemi qui est arrivé à pied, un ennemi qui est arrivé à bord de véhicules, en tenue civile, dans toutes les tenues, et confondu avec la population. Vous convenez avec moi que dans une situation de ce genre, ce n'est pas très facile pour les militaires de se retrouver. Donc il y a eu des combats très très âpres au cours desquels nous avons perdu des hommes et des véhicules, du matériel. Et également, l'ennemi aussi en a perdu suffisamment. Aux informations que nous avons reçues après, nous nous sommes rendus compte que les pertes n'étaient pas d'un seul côté. Si nous sommes à Konna, où exactement comme ça? Nous sommes ici au pas de pêche. C'est le site qui était occupé par nos militaires. Hein, quand nous étions à Konna ici avant la bataille de Konna, et c'est le site qui, après que les islamistes soient entrés en ville, qu'ils ont occupé. Beaucoup de soldats que j'aimerais bien féliciter, hein, mais en prenant particulièrement le cas de certains officiers qui étaient sur le site ici, on peut bien dire, hein, après Konna, c'est le rouleau compresseur qui est parti. Voilà la joie dans la ville de Konna. Autre lieu, autre espoir. 10 jours après le début de l'opération Serval au Mali, l'armée française donne le coup d'envoi de la phase terrestre des combats aux côtés de nos forces pour la reconquête totale du territoire. Les responsables des opérations militaires des 2 forces ont fait cette annonce hier lors d'une conférence de presse au poste opérationnel de Nyono. Et c'est avec optimisme que le lieutenant-colonel Seydou Sogoba, commandant du groupement tactique de Nyono, et le lieutenant-colonel Frédéric de l'armée française se sont adressés aux journalistes. Selon eux, la libération de la ville de Djabali est déjà un acquis. Prochaine étape, la reconquête de l'ensemble des zones encore sous occupation. Nous les écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à Nyono, Kandesila et Karamogo Traoré. Djabali, c'est déjà un acquis. Nos troupes sont déjà là-bas. Nous sommes en train de travailler avec les Français de façon cordiale pour la suite des opérations. Nous souhaitons avancer, reprendre Tombouctou, Kidal, jusqu'à Tanzanie, frontière Mali-Algérie. La suite des opérations pour les Français dépend de la suite des opérations de l'armée malienne, puisqu'on a décidé, nous Français, de suivre les Maliens, de les appuyer dans leur combat pour reprendre le terrain face aux islamistes et reconquérir leur territoire. Ça veut dire que concrètement, si le colonel Sogoba décide de repartir de l'avant demain ou après-demain ou dans les heures qui suivent, on sera à ses côtés pour l'aider et l'appuyer face à l'ennemi. Vous avez vu qu'on vous a apporté un soutien en termes de frappe aérienne. Vous avez vu que maintenant on est déployé au sol et qu'on va vous appuyer dans votre reconquête. Donc on est prêt à aller aussi loin que possible. Maintenant, les limites de cette intervention sont décidées par les politiques avant tout. Une grande fierté parce qu'on est accueilli à bras ouverts depuis qu'on est arrivé ici, que ce soit à Bamako ou sur la route pour venir jusqu'ici. L'aide de l'armée malienne a été remarquable à chaque fois, la coopération extraordinaire. Donc c'est un grand plaisir pour nous d'être ici et de travailler avec l'armée malienne pour reprendre le terrain aux autres. Le Mali a le soutien de la communauté internationale dans la guerre qu'il mène contre le terrorisme et le crime organisé. Constat fait à l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO, élargi à plusieurs autres pays, organisations du monde entier, qui s'est achevé ce week-end à Abidjan. Tous étaient unanimes pour une mobilisation générale en faveur du Mali. Envoyés spéciaux Mahamadou Koné et Idrissa Traoré.
Ce sommet, qui était le 10e de la CEDEAO depuis mars 2012, a annoncé solennellement le déploiement de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Les différents bataillons sont autorisés à s'engager avec leurs effectifs organiques. En plus, il y aura la constitution d'une réserve avec les unités promises par les États membres ne figurant pas dans le déploiement immédiat. L'heure de la mobilisation générale a sonné. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord une extraordinaire solidarité africaine et internationale autour du Mali. Ce qui montre que la crise que nous vivons au Mali n'est pas seulement un problème malien, mais c'est un problème africain, un problème international. Et il faut vraiment se féliciter de l'élan de solidarité et surtout de l'appui politique qui vient d'être donné ainsi aux autorités de la transition et également la ferme décision d'aider le Mali à faire face à l'agression barbare dont il est l'objet. Et nous, CEDEAO, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la réponse positive et de la réaction rapide de tous les amis et les partenaires de l'Afrique. Les chefs d'État ont entériné la nomination du général nigérian Shehu Ousmane Abdul Kadir comme commandant de la force. Son adjoint est du Niger, lui aussi général, il s'appelle Yaya Garba. Par ailleurs, le sommet a demandé aux Nations Unies de fournir immédiatement l'appui logistique et financier pour le déploiement de la MISMA. Le rôle des pays du champ est aussi important. Tous ces pays sont membres des Nations Unies et je rappelle que la résolution 2085 appelle tous les pays du monde entier à s'associer aux efforts qui sont déployés au Mali et j'ose croire que tous les pays du système des Nations Unies donc, sont attachés à cette résolution et c'est la raison pour laquelle nous ici nous leur avons encore lancé un appel pour que tous associent leurs efforts pour que nous fassions face ensemble au défi qui, comme elle l'a dit, c'est un défi commun. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a participé au sommet, a déclaré que l'urgence est d'abord militaire au Mali pour neutraliser complètement les groupes armés de terroristes et de narcotrafiquants. Il a expliqué que l'intervention de la France aux côtés de l'armée malienne a été décidée par amitié et par respect de la légalité. La France intervient déjà par des frappes aériennes, mais elle a déployé aussi des blindés et des troupes au sol. Des troupes qui pourront atteindre 2500 éléments. Mais a précisé Fabius, il ne s'agit pas de se substituer à la MISMA. A noter que le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, a annoncé l'envoi au Mali de 2000 hommes. La deuxième priorité des autorités de la transition au Mali, évoquée au sommet, c'est l'élaboration d'une feuille de route devant conduire à l'organisation d'élections justes et transparentes. Les activités marquant le 20e sommet de l'Union africaine ont démarré ce matin au siège de l'institution à Addis Abeba. Au cours de la semaine qui vient de s'ouvrir, plusieurs activités sont programmées, notamment la réunion du comité des représentants permanents, la rencontre des ministres des Affaires étrangères et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le lancement des travaux de cette semaine qui s'annonce intense s'est déroulé en présence de la présidente de la commission, des ambassadeurs et de plusieurs invités. Un sommet qui intervient au moment où le continent qui va célébrer le 50e de l'organisation au mois de mai prochain sous le signe de la Renaissance africaine est confronté à de nombreux défis et encore secoué par plusieurs conflits comme au Mali. Cérémonie de décoration hier à titre posthume du capitaine Sékou Traoré, commandant de la garnison d'Aguelhok et du chef de bataillon Damien Boitier de l'armée française. Ils sont tombés sur le champ de l'honneur pour la défense du territoire du Mali. Cette cérémonie coïncide avec le 52e anniversaire de l'armée malienne Tiemogo Konaté. En ces jours commémoratifs du 52e anniversaire de l'armée malienne, l'émotion était grande au ministère de la Défense et des anciens combattants. Grande puisqu'il s'agissait d'un événement important. La décoration à titre posthume du capitaine Sékou Traoré, commandant de la garnison d'Aguelhok, et du chef de bataillon Damien Boitier de la France est récemment tombé à Konna. Si la médaille de la croix de la valeur militaire est attribuée au premier, le second est élevé au grade d'officier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Chacun de ces hommes a à son actif, au dire de la hiérarchie militaire et de leurs proches collaborateurs, un parcours radieux. Des parcours qui doivent servir d'exemple pour les générations montantes. Capitaine Sékou Traoré reçoit cette distinction de la patrie reconnaissante. Elle te célèbre ce jour car tu l'as plus que mérité. En effet, tu mérites que ta mémoire soit célébrée par ce vibrant hommage de la nation
que tes qualités d'officier soient reconnues et enseignées dans les écoles militaires, que tu serves d'exemple pour notre jeunesse. Je suis touché que vous ayez associé à vos morts le commandant Damien Boiteux. Âgé de 41 ans, il a mené une carrière exemplaire de plus de 20 ans en qualité de pilote d'hélicoptère. Il capitalisait une riche expérience opérationnelle qui l'avait conduit sur de nombreux théâtres d'opérations. En recevant la distinction, les parents du capitaine Traoré ont attiré l'attention des autorités sur la situation de l'ensemble des militaires tombés au front. Je voudrais attirer votre attention sur la situation de la veuve, de ses frères et sœurs du disparu. Je souhaite vivement que dans un avenir très proche, tout le territoire du Mali sera libéré, afin qu'un jour, toute notre famille aille se recueillir sur sa tombe dans un cimetière qui jouxte le camp d'Aguelop. Au terme de la cérémonie, l'association des enfants des militaires à la retraite de l'ex-base aérienne a remis une somme symbolique de 500 000 francs en CFA à l'armée. 52e anniversaire de l'armée malienne, moment d'encouragement à l'endroit de nos forces armées et de sécurité, c'est également une occasion de réfléchir sur comment rendre plus performants nos hommes en tenue. Donc, une de nos équipes de reportage est allée recueillir les avis des citoyens sur les actions à mener pour le réarmement moral des troupes dans leur mission de défense de l'intégrité territoriale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Agibou Koulibaly. L'un des facteurs les plus importants pour qu'un pays puisse continuer d'exister est sa capacité de se défendre. En tant que nation, il doit être constamment prêt à faire face à tout type de menaces et de dangers d'origine interne et externe. Pour le cas actuel du Mali, dont les 2/3 sont occupés par les djihadistes, quelle action chacun doit faire de son côté pour le réarmement moral de l'armée? Pour que l'armée puisse faire son travail sur le front, il faut qu'elle se rassure que les citoyens qu'elle défend sont unis. Ils s'entendent, ils partent d'une même voix. Je demeure convaincu que cette armée ressaisira, elle jouera le rôle qui est la sienne, elle va bien le jouer. Il importe peu que le pays soit développé ou évolué. S'il n'a pas la capacité de se défendre, il peut s'écrouler dès qu'il subit la moindre offensive militaire, même mineure, ou alors un axe terroriste ciblé. À mon humble avis, l'armée, on y va pour deux choses. Ou je tue ou on me tue. Si on ne va pas à l'armée sur cette base-là, on est allé chercher à travailler, on est allé chercher un salaire, mais on n'y a pas été pour aller faire la guerre et défendre sa patrie, défendre la terre de ses ancêtres. Pour le réarmement moral vraiment de nos troupes, moi je crois que la condition sine qua non, c'est d'abord vraiment la confiance en notre armée. De nos jours, les forces armées doivent posséder un armement moderne et un entraînement miraculeux doit être dispensé aux soldats afin que le système de défense reste totalement opérationnel. Aujourd'hui, si on veut que le militaire malien soit la fierté du Malien, je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il s'épanouisse, qu'il puisse bénéficier de formations adéquates, qu'il puisse disposer des moyens qu'il faut pour accomplir ses devoirs, qu'il puisse aussi sentir que le pays lui sera reconnaissant, quels que soient les cas de figure. Tout comme pour les pays, les citoyens doivent aussi s'occuper de leur défense s'ils veulent mener une vie paisible. On doit faire quelque chose et chacun à son niveau. J'ai vu et j'étais très content et eu des dons de sang. La population est sortie comme ça, spontanément et massivement. On a fait des dons de sang. Beaucoup de commerçants, des opérateurs économiques qui ont les moyens, sont en train de donner de l'argent. Ça, c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'on maintienne une mobilisation autour de tout cela. Il faut continuer à soutenir notre armée qui, malgré tout, se défend très bien. Donc, c'est à nous, le peuple, maintenant, de la soutenir avec beaucoup de morale, matériellement également. Les professionnels de la presse pensent que la façon de traiter l'information en période de guerre peut contribuer à galvaniser ou à démoraliser les troupes. Effectivement, si on prend un angle négatif, ça permet vraiment de saper le moral des troupes au front.
Or, dans le contexte où nous vivons, depuis un an, on n'en a pas besoin. Mais si l'on prend aussi dans un angle positif, le traitement de l'information peut permettre vraiment de rehausser le moral des troupes et de conforter leur engagement sur le terrain. C'est ça aujourd'hui que le peuple malien a besoin dans cette lutte contre le terrorisme. Depuis, donc je dirais 10 jours, les journalistes, les communicateurs en général, ont compris leur véritable rôle et qu'un grand nombre quand même fait de gros efforts pour mobiliser, pour sensibiliser autour de la question du Mali, pour mobiliser l'armée, pour galvaniser nos troupes. Chacun se comporte aujourd'hui, comme je disais à un de vos confrères il n'y a pas longtemps, un véritable soldat. Au sortir de cette crise, les autorités doivent poser les jalons de véritables réformes de fond pour que notre armée devienne une armée républicaine, forte et populaire, une armée qui a une assise sociale importante que nous voulons tous. Expliquer le sens de l'état d'urgence à l'ère militant, c'est l'objectif d'une conférence de presse animée par les anciens de l'association des élèves étudiants du Mali. Outre ce sujet, les conférenciers ont également parlé du patriotisme. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Les anciens de l'AM ont vibré sur la corde du patriotisme ce samedi en décidant de mettre au même niveau de compréhension tous les membres du bureau sur l'état d'urgence et l'état de siège, le principe de la légalité et le principe d'absection. Dans leur déclaration, les anciens de l'AM ont demandé aux Maliens une mobilisation générale derrière l'armée et le gouvernement. Nous, responsables et militants du Cercle de réflexion et de solidarité, CRS anciens de l'AIM, remercions très chaleureusement la France de M. François Hollande de son engagement à stopper l'avancée et à éradiquer ces forces rebelles. Remercions la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies pour leur engagement aux côtés du Mali. Engageons la jeunesse malienne à se porter résolument aux côtés de notre gouvernement et de nos forces de défense et de sécurité sur le champ de l'honneur et de la dignité. Les anciens de l'AM ont fait d'importantes propositions pouvant combler les besoins de notre pays en ressources humaines et financières pendant cette guerre de libération. Les quelques propositions que nous avons pu formuler sont entre autres une augmentation de 10% sur les cartes de recharge téléphonique Malitel et Sotelma pour soutenir l'effort de guerre, réverser la subvention que l'État accorde aux partis politiques également pour soutenir l'effort de guerre. Nous voulons également que la base 101 de Sénou soit transférée entre Gao et Kidal. Ils ont également constaté un manque de patriotisme chez les cadres. Pour ce faire, ils se sont engagés à instaurer un leadership nouveau pour reconstruire les jeunes en perte de valeur. Pour cultiver l'amour de la patrie, ils ont aussi proposé la montée et la descente des couleurs dans tous les services, tous les jours ouvrables. Sur un tout autre plan, pour l'enlèvement des ordures au niveau des dépôts anarchiques, la mairie de la commune 4 vient de se doter d'une benne et d'une chargeuse. Ces machines ont coûté à la mairie 31 millions de francs CFA. La première opération de ramassage avec ces nouveaux équipements a été donnée par le ministre délégué de la décentralisation et à l'aménagement du territoire, Abdoul Karim Kaba. L'assainissement est un problème récurrent en commune 4. C'est pourquoi la mairie de la dite commune vient de se doter de matériel d'enlèvement d'ordures. Ces deux enjeux ont coûté à la mairie 31 millions de francs CFA. Compte tenu du fait que depuis quelques années, nous souffrons des insuffisances de la voirie du district, puisque je le rappelle, et c'est un élément important, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas le rôle de notre commune, c'est le rôle du district de Bamako. Les communes sont responsables du ramassage des ordures de devant les familles jusqu'au dépôt de transit. L'évacuation finale relève de la voirie du district et donc du district de Bamako. Mais devant les insuffisances depuis des années de la voirie, nous avons dû nous résoudre avec nos maigres moyens à acquérir du matériel qui puisse nous permettre d'être un peu autonomes. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et à l'aménagement du territoire a félicité et a appelé les autres communes à prendre l'exemple sur la mairie de la commune 4. Si le maire de la commune et son équipe décident de mettre à la disposition de sa collectivité des engins de ce genre, nous ne pouvons que les féliciter pour ça, les encourager et inviter leurs collègues des autres communes à prendre l'exemple sur eux.
Sport à présent, 29e Coupe d'Afrique des Nations, le deuxième jour de la compétition, c'était hier au stade Nelson Mandela de Port-Elizabeth. Deuxième groupe, Ghana RDC, 2 buts partout. Le deuxième match Mali-Niger s'est soldé par 1-0 pour les Aigles du Mali qui réussissent leur première sortie. Le résumé des 2 matchs, c'est avec Assa Soumari. Le Ghana, quadruple champion d'Afrique, et la République démocratique du Congo, 2 fois vainqueurs de la CAN, ont montré un football plus cohérent et plus séduisant que lors de la première journée. Son plaisir à voir manque de bonnes occasions. 29e minute, le Ghanéen Jean Assamoine, seul devant le but, rate son vis-à-vis et met à côté. Malgré les bonnes intentions des léopards congolais, le Ghana réussit à marquer le premier but de cette CAN par Emmanuel Badou suite à une belle combinaison. On était à la 39e minute. Après ce but, la RDC n'aura d'autre solution que de se lancer à l'attaque, mais l'avantage de la pause est pour les Black Stars du Ghana, 1-0. De retour sur la pelouse, sous sa bonne étoile, le Ghana va corser l'addition par Kwado Asamoah suite à un corner de Moubarak Wakasso. 2-0 pour le Ghana. 4 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 53e minute, les léopards de la RDC réduisent le score par leur capitaine Trésor Poutou. Encore, les Congolais très motivés par leur but ne vont pas se laisser faire. 66e minute, Dieu merci, Bokani est fauché dans les 18 mètres et c'est le penalty. Le joueur lui-même se charge de l'exécuter. 2 buts partout et c'est ce qui nous amène à la fin du match. Ce match Mali-Niger n'a pas été convaincant pour les Aigles dans cette première période. Le petit pousset de cette poule B, le MENA du Niger, s'est créé de franches occasions, tout comme le Mali sans pouvoir les concrétiser, à l'image du Nigérien Mazou Moussa et du Malien Cheikh Tidiane Diabaté. Les 2 équipes ne parviennent pas à scorer 0-0 à la mi-temps. À la reprise, ce sont les nôtres qui vont essayer d'avoir le monopole de la balle. En témoignent ces 2 frappes du capitaine Seydou Keita sur le poteau à la 53e et 76e minute. Ce n'était que partie remise. Suite à une longue balle de Fousseni Diawara, le même Seydou Keita va inscrire l'unique but de la partie à la 83e minute. 1-0 pour le Mali qui prend la tête de la poule B avec 3 points. La deuxième sortie des Aigles est prévue le jeudi prochain face aux Black Stars du Ghana. Allez les Aigles pour d'autres victoires. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour les éditions du soir, vous serez avec Awoy Touré. D'ici là, nos pensées vont à nos compatriotes vivant encore sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. La libération totale du territoire est pour bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.